Bonsoir et Bonsoir merci Dominico d'être encore. au deuxième rendez-vous. Voilà. Eh bien, j'aimerais cette fois-ci entrer davantage dans le vif du sujet. Vous avez bien compris qu'en fait, le constat originel du livre part de la conscience que d'un côté, nous vivons des temps messianiques avec la résurgence de l'État, le refleurissement de la terre, la résurrection de la langue, etc. Mais qu'en quelque sorte, pour parler comme une chanson israélienne, le Messie est en retard. Et donc il y a un décalage entre l'attente, une attente légitime, forgée par 30 siècles d'histoire, 25 siècles de Galoute, et la réalité. Alors, c'est peut-être le temps que prend l'attente pour se réaliser, mais entre-temps, on doit faire face à une telle circonstance. Et tout mon travail consiste non seulement à camper ce que j'ai appelé la grande démission, mais aussi à l'analyser et à lui ouvrir un horizon. Donc, c'est ces trois perspectives qui sont en jeu. Ce qui est en jeu, ce n'est pas ce que le sionisme politique a accompli, ce n'est pas ce qu'Israël est jusqu'à ce jour, qui est quelque chose d'exceptionnel et qui sort de l'habitude de l'histoire des nations. C'est ce qui est en jeu, c'est ce petit plus, si l'on peut dire, ou ce grand plus, que j'ai défini comme étant le Netzach Israël, l'éternité d'Israël. C'est-à-dire, je dirais que c'est la dimension métapolitique de la condition politique qu'Israël a reconquise à travers le sionisme politique. Le sionisme politique, en quelque sorte, a restauré le champ politique, mais il n'a pas osé entrer dans le champ métapolitique. Il est possible qu'il l'ait refusé. En tout cas, certains de ces courants l'ont clairement refusé. Qu'est-ce que le Netzach Israël, l'éternité d'Israël, la dimension politique? C'est tout simplement la conscience de s'inscrire dans une lignée qui commence avec les origines du peuple d'Israël. Ça peut être une lignée que vous pensez mythique, symbolique, réelle, peu importe. L'essentiel, c'est cette conscience. Israël est la résurgence de ce très ancien peuple qui s'appelle le peuple d'Israël et qui porte avec lui une telle force symbolique qu'il faut peut-être toute une politique pour savoir comment la porter et comment s'y confronter. Donc, le sionisme a été l'artisan de la résurrection de la souveraineté politique sans pour autant conquérir la force morale de l'occuper en tant que peuple juif et non pas en tant que nation israélienne. Je crois que ça, c'est une distinction sur laquelle nous reviendrons et qui est très importante pour comprendre l'imbroglio de notre condition actuelle et notamment la situation identitaire. Alors, pour comprendre cet état de fait que j'avais illustré, rappelez-vous, par la réaction du général Moshe Dayan lors de la guerre des 6 jours devant le mont du Temple, s'exclamant qu'allons-nous faire de tout ce Vatican, et finissant par remettre les clés du mont du Temple au Moufti ennemi, qui était alors le Moufti de l'ennemi. Et donc, si vous voulez, il y a là une situation considérable. On peut écrire des milliers de livres. Le télescopage des époques de l'histoire qui s'est produit à ce moment-là dans la cervelle de Moshe Dayan. C'est 25 siècles qui se sont érigés devant ce qu'il ne croyait avoir que 20 ans. Et donc, si vous voulez, le Netzach Israël, c'est comprendre que l'éternité d'Israël s'inscrit dans cette longue histoire, quel que soit le rapport que l'on ait avec cette histoire. Alors, le fil rouge de l'explication est à chercher, car je fais l'hypothèse qu'il y a une explication et qu'il ne s'agit pas simplement d'une humeur ou d'un sentiment passager. Il y a une explication qui, me semble-t-il, se trouve dans la définition du sionisme comme auto-émancipation. C'est en fait pas Herzl mais Léo Pinsker qui forgea ce concept qui définit bien en quoi le sionisme diffère de l'émancipation, car l'émancipation précède
le sionisme, mais l'émancipation et l'auto-émancipation ne sont pas simplement des changements d'air radical. Il y a une continuité entre l'émancipation et l'auto-émancipation. Il faut revenir au modèle originel de la Révolution française pour comprendre l'enjeu. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet. Là, si on peut mettre en partage deux de mes livres publiés, il y en a un qui est publié il y a 40 ans, ce qui ne rajeunit pas, et l'autre dans les années 90, justement, où se voit analyser en fait, avant l'heure, le nouvel antisémitisme, comme on dit aujourd'hui, qui est l'antisionisme et la collusion avec l'antisémitisme. La question, c'est qui est émancipé? C'est avant tout, il faut bien comprendre, quand on étudie tous les textes autour de la Révolution française, qui sont très nombreux et très divers, c'est avant tout l'individu juif qui est émancipé. Ce n'est pas le peuple juif. On connaît tous le fameux discours du comte de Clermont-Tonnerre qui s'exclame dans l'Assemblée constituante « Tout pour les Juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation ». Cependant, avant de réfléchir à cette portée-là, il faut savoir que ce n'est pas le juif dans l'homme qui est libéré, qui est émancipé, c'est l'homme dans le juif qui est émancipé. Les émancipateurs, en fait, veulent libérer l'homme de son enfermement ou dans sa dégradation dans le juif. Il y a là un argument qui peut sembler bizarre pour le bon sens, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait donc une façon de dissocier le juif de l'homme. Une phrase de l'abbé Grégoire, le grand avocat d'émancipation des Juifs, éclaire cette logique qui ne nous semble pas évidente aujourd'hui. Lorsqu'il dit, je cite, « Les Juifs sont des hommes comme nous, ils le sont avant d'être Juifs. » Certes, mais cela veut dire aussi qu'ils pourraient donc être hommes, déduction faite de leur judéité. Il faut comprendre bien sûr que le principe implicite de cette logique, c'est que le juif n'est pas un homme. C'est ce qu'éclaire l'abbé Grégoire, qui 2 siècles avant Jean-Paul Sartre pensait que c'est la persécution qui fait le juif. C'est parce que les juifs sont persécutés que les juifs deviennent des juifs. Cessons de les persécuter et les juifs cesseront d'être des hommes dégradés et redeviendront des hommes normaux. Condition pour devenir citoyen. Cela explique pourquoi c'est l'homme dans le juif qui sera émancipé, à savoir l'être humain, l'homme abstrait, anonyme, mais pas le juif dans l'homme. Cette étrange dissociation entre le juif et l'homme semble bizarre à notre expérience, car notre façon d'être des hommes, c'est d'être des juifs. Elle s'inscrit en fait dans une dissociation plus large que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirme, sans l'expliquer, parce qu'en fait, la Déclaration des droits de l'homme, pourquoi la Déclaration dissocie-t-elle l'homme du citoyen? Alors, toutes les raisons sont expliquées, les fondements universels de l'égalité, etc., etc. Néanmoins, il y a un fonctionnement erratique de cette logique qui a joué à plein sur justement la définition de la condition juive émancipée. Et donc, en fait, toutes les crises de la démocratie viendront de ce flou, justement, entre l'homme réel et l'homme théorique, et l'homme juridique. L'intention de la Révolution était sans doute innocente, puisqu'en fait, elle prônait l'égalité. L'idée que l'homme surpasse le citoyen fonde en fait l'égalité de tous les hommes, mais entendez dans une deuxième écoute tout ce qui se trame dans le débat israélien sur l'État juif et démocratique. Peut-il y avoir un État juif et démocratique? C'est exactement la réponse. Peut-on être un homme et donc un citoyen et
dans la démocratie, dans la citoyenneté. Peut-on être un homme, c'est-à-dire un juif, dans la citoyenneté et dans la démocratie? Ce que nous devons retenir pour notre part, c'est que l'émancipation, à savoir le régime qui allait libérer les Juifs de la condition du ghetto et permettre leur progrès social, ce qui est une réalité, l'émancipation décrétait implicitement l'extension du peuple juif sous quelque forme que ce soit, communauté, nation, peuple, etc. Je cite toujours l'abbé Grégoire dans son Apologie des Juifs. Le plan que nous prévoyons prévoit la disparition des communautés juives. Alors, nous avons là la logique de l'État moderne, de l'État-nation moderne. C'est quelque chose d'évident, mais il y a dans ses conséquences une impasse qui se profile pour la condition juive. En fait, ce n'est pas le juif réel, l'homme réel qui est émancipé, c'est le sujet de droit, le sujet abstrait qui est émancipé en tant qu'homme. Alors, c'est quelque chose de considérable, mais que devient la condition juive? Parce que, si vous voulez, quoi qu'il arrive aux Juifs émancipés, le peuple juif existe. Il est ineffaçable. C'est vrai encore aujourd'hui. Ce fut terriblement vrai, tragiquement vrai durant la Shoah. Donc, il y a ici la potentialité d'un modèle pervers de l'émancipation qui va rendre possible la Shoah. C'était en fait une conséquence contradictoire de l'intention de la modernité et de l'émancipation. Alors, je ne vais pas vraiment aborder ici, dans ce cadre, ce qui se passe en France ensuite, car c'est l'avènement de l'Empire napoléonien, la convocation du Grand Sanhédrin, à l'occasion duquel les Juifs doivent renoncer à la dimension politique et civile du droit juif, mais aussi l'imposition par Napoléon d'une communauté religieuse obligatoire, le consistoire. Tout ceci revient à dire qu'en fait, oui, les Juifs continuent d'être une collectivité, une communauté, mais elle est interdite, elle est impensable, etc. Et là, vous avez le foyer de l'antisémitisme à venir qui se produit, qui apparaît dans l'Europe du printemps des nationalités avec l'antisémitisme, qui est une nouvelle forme de haine des Juifs. Et à cette ambivalence, donc, s'ajoutera en fait l'apparition d'une nouvelle haine qui ciblait les Juifs comme un peuple secret, le fameux protocole des sages de Sion, inspiré d'ailleurs par la réunion du Grand Sanhédrin napoléonien. Et malgré lui, hein, il a recréé le mythe du complot juif mondial. Et ensuite, l'apparition d'une catégorie qui n'avait pas été prévue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen véritablement, qui est la catégorie de la nation, c'est-à-dire la dimension collective de la démocratie, du peuple, du pouvoir du peuple, si l'on peut dire. Le phénomène national n'était pas prévu dans la doctrine politique des fondations de la démocratie. C'est par effraction qu'il se manifeste 40 à 50 années après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec sa dimension nationaliste. Et les nationalismes européens vont tous exclure les Juifs de la citoyenneté des pays dans lesquels ils se trouvent au nom de leur identité collective secrète et qui est supposée, parce que les Juifs en fait ont véritablement joué le jeu de l'intégration et de l'assimilation. Et en fait, c'est cette identité collective supposée qui va les écarter, qui les rend étrangers en fait à l'identité des nouvelles nations qui se sont surimposées au régime moderne à travers une série de crises de régime, mais qui finira par la République, en tout cas en France. Donc, le problème qui est resté irrésolu dans la démocratie jusqu'à ce jour, et pire aujourd'hui,
c'est le problème de l'identité collective, le rapport de l'identité collective, de la citoyenneté et de l'humanité, problème donc toujours actuel. Il faudra désormais, pour devenir citoyen, il faudra obtenir la nationalité. C'est d'ailleurs un paradoxe parce qu'en fait, cette nationalité, elle est toujours particulière. On est français, espagnol, allemand, italien, etc. Mais donc, ça veut dire qu'on doit se séparer à nouveau de l'universel, de l'homme universel qui était censé marquer le nouveau kratos, le nouveau pouvoir de la démocratie. Ainsi, les Juifs sont-ils entrés dans la citoyenneté, mais les identités nationales dans lesquelles ils se sont retrouvés les en ont chassés au nom de leur identité collective supposée juive, mais à laquelle ils avaient pourtant grandement renoncé juste au lendemain de l'émancipation. Voilà la situation à laquelle Herzl est confronté. Et son génie, c'est qu'il comprend ce qui se passe immédiatement, à savoir que la citoyenneté individuelle des Juifs qu'ils ont obtenue dans les différentes nations européennes, il faut rajouter une identité nationale, non pas celle de ces nations dans lesquelles ils sont devenus citoyens et ensuite des étrangers sous l'époque nationaliste, mais celle d'une nation juive en vertu d'une nouvelle définition du peuple juif qui sera définie bien plus tard comme la nation israélienne. C'est la nation israélienne qui monte sur l'histoire avec le sionisme politique. Le peuple juif reste dans l'indétermination. Et c'est justement cette indétermination qui aura une impasse et qui sera justement la destruction des Juifs dans la Shoah. Donc, on parle de choses extrêmement solides, extrêmement structurelles, extrêmement concrètes. Cette nation, en fait, elle va être à inventer parce qu'elle est en tout point semblable aux nations européennes. C'est le même modèle. Et d'ailleurs, on pourrait dire que la conscience juive en Europe suit, et ailleurs, suit le cheminement de la conscience juive européenne. C'est-à-dire que c'est 40 ans, 50 ans après l'émancipation ou la démocratie que les peuples européens découvrent la nation et le nationalisme. Et donc l'intègrent à ce moment-là. Donc en fait, l'émancipation précède naturellement l'auto-émancipation, car l'auto-émancipation, ça signifie le fait de se donner à soi-même l'émancipation, de ne pas l'attendre de l'autre qu'il vous la concède, mais vous la prenez vous-même en guise d'autodétermination, ce qui est un cheminement parfaitement démocratique dans la conception des choses. Donc, les Juifs se donneront désormais à eux-mêmes la citoyenneté en assumant leur identité sous sa forme collective. Et c'est là tout le problème, parce que si Herzl a le génie de comprendre ça, de le mettre en œuvre presque naïvement, théâtralement, mais c'est tellement vrai qu'il entraîne avec lui une grande partie des Juifs européens et du reste du monde. Le problème, c'est que Herzl ne va pas jusqu'à penser de fond en comble le système pervers que je viens de mettre à plat. Il ne fait que corriger ponctuellement la défaillance de l'émancipation, mais il reste dans la logique de l'émancipation. Et c'est là le problème, c'est là où il renonce objectivement à la dimension métapolitique. Alors, je voudrais d'abord préciser un petit élément concernant Herzl comme personne. Sur le plan de la démocratie, la diplomatie herzlienne est tout à fait impressionnante, tout à fait extraordinaire. Herzl se sent investi d'un pouvoir métapolitique. Il représente le peuple juif. Il va voir le Kaiser, il va voir le sultan de Constantinople, il va voir les Anglais. Il parle au nom d'une nation.
c'est déjà un coup de force gigantesque comme conception et le fait d'être déjà dans la dimension métapolitique. Mais cette dimension métapolitique n'est pas passée, peut-être du fait de ses successeurs et de sa trop courte vie, dans l'histoire du mouvement sioniste qui a recherché donc, qui a fait triompher la normalisation, l'alignement de la condition juive sur la condition de l'auto-émancipation, de l'autodétermination et surtout l'idée que la nation était en fait une nation nouvelle qui impliquait une certaine rupture avec la grande histoire du peuple d'Israël et du peuple juif. Donc, je résumerai ça d'une certaine façon. Si les Israéliens sont entrés dans le concert des nations modernes, les Juifs, en quelque sorte, sont restés en suspens. Je rappelle que celui qui a utilisé cette distinction entre Israéliens et Juifs, c'est Shimon Peres. Lorsqu'il déclara lors d'une élection, les Israéliens ont perdu, les Juifs ont gagné, parce qu'il avait perdu en plus aux élections. Donc, en fait, ce que je voudrais dire de cette façon-là, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur la scène internationale, les Juifs sont vilipendés, les Israéliens sont vilipendés comme des Juifs. Et je retrouve ce que j'ai dit la fois dernière, à savoir que le regard des nations n'a pas tellement changé sur la condition juive. Nous restons toujours le Juif éternel, que nous le voulions ou pas. Mais comme nous nous éloignons de cette figure, en quelque sorte, nous sommes absents sur le principal des fronts sur lequel se joue l'enjeu d'Israël, à savoir le front métapolitique, du sens, de la signification, car c'est sur ce front-là que l'antisémitisme prolifère. Et donc, si vous voulez, il y a là une défaillance structurelle du sionisme politique dans le cadre d'une réussite gigantesque, mais à laquelle il faut faire front aujourd'hui, notamment parce que nous vivons un carrefour de notre histoire. Il n'y a pas que l'État d'Israël qui le vit, c'est bien un sentiment mondial sur ce plan-là. Donc, l'enjeu, c'est justement de restaurer cette défaillance, cette absence, en fait, à soi-même, le fait qu'on n'occupe pas la place qui est la sienne. Et alors, évidemment, on peut la récuser, on peut la refuser. Ça, c'est un autre problème. C'est une possibilité, une potentialité. Mais la laisser en déshérence, la laisser en friche, est une faute stratégique. C'est à ce sens-là que je le dirais. Et c'est là, si vous voulez, qu'il y a quelque chose d'encore inaccompli dans le sionisme politique et dans la magnifique réalisation qu'il a réparé. Parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus qu'une question humanitaire, la question de la survie des Juifs dans un monde, la modernité, où ils n'avaient plus aucune place, dans laquelle exister en tant que collectif, qui est une donnée de l'histoire, réparer cette dimension-là pour l'inscrire dans la nouvelle réalité que le sionisme a mis en œuvre. Donc, en fait, cette dimension est tout à fait nouvelle et c'est ça qu'il faut penser et qu'il faut réfléchir. Voilà, donc en fait, la question essentielle qui se pose à ce niveau-là, c'est une fois que l'analyse est faite, comment penser justement ce retour dans la présence, ce retour dans le lieu déserté, comment réintégrer la dimension de cette identité dans le cadre de notre normalité. Il ne s'agit pas de détruire et de démembrer la normalité, mais justement de la faire naître à quelque chose de plus important sur le socle de la normalité. C'est
C'est ce qu'il faut trouver, car ce n'est pas évident. Mais bon, on peut s'essayer à cet examen, à cette confrontation. C'est effectivement ce que j'ai tenté de faire dans ce livre, au terme de, je le dirais sans gloriole, de 26 livres qui m'ont permis de parcourir justement les enjeux considérables derrière ce problème. Qu'est-ce que la modernité? Quel est le rapport de l'histoire juive et de la modernité? Est-ce que notre modernité fut imitée? Et comment en sortir si elle est externe à nous-mêmes? Quelle est la nature de la démocratie? S'il y a une question juive dans la démocratie, elle est posée par tous les auteurs de la démocratie. Je vous renvoie à mon livre L'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah. Quel est donc le régime politique adéquat à la condition juive? Est-ce que le peuple juif a une consistance sur le plan de l'histoire, etc.? Comment sortir de 20 siècles d'exil rabbinique qui a fait qu'on n'a plus pensé ces questions-là? Voilà les questions énormes qui se posent quand on part de cette perspective. Et vous voyez très bien qu'en fait, les réponses concernent bien plus que les Juifs et bien plus qu'Israël. Non seulement parce que l'enjeu démocratique est le nôtre, c'est exactement le même, et je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la question se pose, la place de la nation dans la citoyenneté, la démocratie et la collectivité, où commencent et où finissent les droits de l'homme et les droits du citoyen, etc. Donc, autant de questions qui attendent encore leur réponse, et doublement pour ce qui est de l'État d'Israël. J'ai formulé ça d'une expression scandaleuse. Il y a une question juive dans l'État d'Israël, et donc il faut la résoudre. Il faut s'y confronter, mais pas naïvement. Il ne s'agit pas de démontrer que la démocratie, que les Juifs sont des démocrates, qu'il y a le concept d'alliance et comme le concept de contrat, tout ça, c'est bien vrai. Mais pour passer aux actes, c'est autre chose. Et quel est le rapport avec la procédure démocratique, etc. Ce sont des questions qui se posent quotidiennement, violemment en Israël, autour des actions de la Cour suprême, du journalisme, du pouvoir exécutif, etc. Ce sont des questions réelles et pas seulement des questions théoriques. Donc, en fait, on peut dire que la résurgence d'Israël a produit un choc sur la démocratie. Peut-être que une question importante qui se pose, et notamment à la lumière de la métapolitique, c'est-à-dire de ce qui est à côté de la politique, et qui en fait sous-tend la politique. Il y a là évidemment une hypothèse de travail. La modernité n'a pas cessé d'être théologique. Sous l'Occident, vous avez le modèle chrétien. Sous l'Orient, évidemment encore plus, le modèle islamique. Et donc, il y a ici un imaginaire collectif qui perdure. Or, ces deux imaginaires, y compris l'imaginaire moderne, ont un lien particulier avec la question juive. Car la question juive a été une des questions centrales du débat de la Révolution française, même si peut-être j'abuse en le disant, mais je crois que sur le plan théorique, c'est une question centrale. Mais aussi, elle a été une question centrale dans bien d'autres arènes. Et donc, la résurgence d'Israël dans la démocratie, c'est un peu comme la réapparition du juif dans l'homme, alors que cette dissociation avait été faite. C'est terrifiant, c'est comme un fantôme qui surgit justement dans un lieu tout lisse et tout clair, justement parce que le fantôme n'a jamais été pensé, n'a jamais été, on ne s'est jamais confronté à lui avec intelligence et directement, mais uniquement à travers la mythologie du passé. Donc il y a un substrat théologico-politique à la condition moderne. D'autres auteurs l'ont considérablement démontré. Kantorowicz, par exemple, sur les deux corps du roi, le démontre parfaitement par rapport à l'Occident moderne et le droit canon. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut
prendre en considération ce quelque chose, en fait, c'est la transcendance. Que faire de la transcendance dans la démocratie? Ça ne veut pas dire que la démocratie fut elle-même hostile à la transcendance. Il est très clair que dès Jean-Jacques Rousseau se crée dans la pensée démocratique la notion de religion civile. Car Rousseau se rend compte que dans un monde fondé par l'autodétermination, l'autonomie, on ne trouve pas de fondement pour s'autonomiser. Et on a besoin d'une hétéronomie pour se réunir dans le sens de l'autonomie. Et donc, il y a une hétéronomie, la transcendance, qui rentre par la porte de service, si l'on peut dire. Et Rousseau est très clair. Le mythe du législateur fondateur, le mythe de l'âge d'or de la République romaine, et puis ce qu'il appelle une religion civile, qu'on appelle en fait une religion patriotique, qui demande de mourir pour la patrie. C'est une des fondements de la nation démocratique, contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui où c'est devenu un supermarché de droit. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble de questions très fortes qui se posent et qui se posent aujourd'hui dans la crise du régime démocratique, sur lequel je ne reviendrai pas véritablement, mais qui se pose notamment sur le rapport de l'homme théorique et de l'homme pratique, de l'homme concret. Et donc, la question de qui est cet homme? Qui est l'homme des droits de l'homme? Est-ce que c'est l'homme des droits nouveaux sur son corps, sur le droit de mourir, etc. Est-ce que c'est l'homme classique de la citoyenneté du 19e siècle? C'est une question qui est posée. Donc, en fait, je dirais que le problème, je commence par ce problème justement pour contrer une idée reçue. Le problème de l'Israël contemporain, ce n'est pas celui que des Juifs, c'est le problème global du monde démocratique. Déjà, il s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire, j'irai jusqu'à dire que dans la capacité de la pensée juive à inventer un nouvel ordre, résidera peut-être la contribution d'Israël au destin collectif de l'humanité aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, ce n'est pas une question particulariste, comme on le dit, ou une question ethniciste. Les contempteurs du judaïsme n'arrêtent pas de qualifier le judaïsme d'ethnicité. C'est une erreur, une fausseté, une ignorance pathétique. L'ethnicité, d'abord, ça n'existe pas. Tout groupe humain n'est pas fondé uniquement sur le sang, mais également sur des coutumes et des lois. Donc, en fait, c'est une vision hiérarchique, purement méprisante de la réalité. C'est bien plus que ça. La dimension, par exemple, de l'alliance est une dimension considérable, qui n'est pas le contrat, mais qui est quelque chose de parallèle. Et donc, il y a là des enjeux théoriques qui ne sont pas négligeables et qu'il faut affronter pleinement et avec grandeur, et non pas avec petitesse. Il y a aussi la question, l'enjeu du renouveau du sionisme me semble devoir se poser dans la mesure où il y a malgré tout dans la société israélienne un problème du judaïsme, le problème du judaïsme qui ne trouve pas sa place ou qui trouve une place indue ou toutes sortes d'autres possibilités. Mais j'apporte ici une distinction conceptuelle très importante. Je dissocie la nation israélienne du peuple juif. Je crois qu'il est très important de le faire pour comprendre quelque chose, si vous voulez. La nation israélienne, c'est d'abord la nation de la normalisation, de l'État comme les autres. Et de fait, dans la nation israélienne, vous avez un grand pourcentage, environ 20%, de non-juifs, musulmans, chrétiens, druzes, maronites, etc., etc. Bien. D'ailleurs, une grande partie d'entre eux, ne chantent pas l'hymne national, le récusent, et récusent, à travers leur parti politique, la légitimité d'un État qui serait juif. Et on sait très bien
la grave crise qu'a provoqué le vote de la loi contre de la loi de la nation. On se demande même si la Cour suprême ne va pas retoquer cette loi votée par la Knesset, du fait des critiques qu'elle a suscitées. Mais c'est une loi qui déclare que l'État d'Israël est l'État du peuple juif et que dans cet État, aucune autre nation ne peut s'autodéterminer. Je crois que c'est le contrat de base de toutes les États-nations démocratiques. Et en France, par exemple, je ne vois pas qu'on puisse supposer qu'en France, 5 millions d'immigrés nord-africains peuvent s'autodéterminer en nation indépendante. Imaginez le scandale que cela fait en Israël. Cette question s'est posée justement. Il est clair que dans un État-nation démocratique, il y a un corps central qui donne le ton, la culture, la langue, etc. Les nouveaux venus peuvent s'y inscrire en l'adoptant, mais on ne peut pas imaginer justement qu'il s'en sépare dans ces lieux qui sont des lieux nouveaux pour lui, d'autant plus que la séparation a déjà eu lieu avec la décolonisation. Donc, si vous voulez, il y a ici un enjeu capital extrêmement important. Alors, il y a aussi, à la fois dans la démocratie et dans le judaïsme, une double dimension, c'est-à-dire une tension fondatrice. Par exemple, quand il y a, donc on a vu qu'il y a une dialectique entre la nation et le peuple, la nation israélienne et le peuple juif. Mais la nation israélienne elle-même est dans une tension avec l'État, d'accord? Tandis que le peuple juif lui-même est dans la nation est dans un rapport avec la transcendance. C'est-à-dire que l'idée de peuple juif est une idée très complexe. C'est une idée dans laquelle est inscrit le principe qu'il y a une résidence de la présence divine. Et donc, cette idée qui est de nature religieuse implique un rapport d'étrangeté à soi-même. Car chez moi, je ne suis pas tout à fait chez moi. Il y a quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Et donc, ça suppose un rapport d'extériorité à soi-même dans un perpétuel mouvement de va-et-vient, ce que j'appelle un mouvement dialectique entre mon extériorité et ma propre intériorité. Pour résumer ça, quand je rentre chez moi et je ferme la porte sur moi, je trouve que quelqu'un d'autre est assis dans le salon. Voilà. Ce quelqu'un d'autre, d'ailleurs, peut être un humain, un être humain aussi, mais je ne rentrerai pas dans cette dialectique que j'ai développée par ailleurs et que je redévelopperai ultérieurement. Mais quand je considère la nation démocratique, il y a là aussi une dialectique entre d'un côté la communauté des citoyens, les citoyens qui sont liés par la loi, et la nation historique. Parce que nous avons vu que si la place de la nation historique n'avait pas été faite dans la théorie démocratique, 40 ans après, tous les peuples européens se sont voulus des nations. Et ces nations, en fait, qu'étaient-elles? Elles ont repris l'héritage de l'histoire. Au bout de 15-20 siècles, une nation est un groupe humain qui se vit lui-même et dont il faut tenir compte si on veut gérer dans la société. Et c'est là où les nations et les nationalismes, qui sont l'exacerbation de l'impossibilité d'être une nation, qui se sont mis en place. Donc, en fait, la méthode jusqu'à ce jour consistait à faire de la nation citoyenne, la communauté des citoyens, l'audience de la religion civile. Il y a un culte de la nation, la République, ses grandes orgues, les décorations, les défilés, le jour du souvenir, les souvenirs des morts au combat, etc. Dans tous les pays. C'est bien la réalité, ce qu'aujourd'hui on conteste stupidement, parce qu'en fait,
on ne peut pas réécrire l'histoire par un acte de volonté théorique qui ne repose sur aucune base. Ça, c'est le combat avec le postmodernisme qui croit que la nation n'est qu'une invention qu'on peut chasser d'un revers de main. Mais le peuple juif lui-même, je dirais, connaît cette ambivalence parce que dans la conception du peuple juif, qui est une conception très développée, j'ai écrit 700 pages dans un livre qui s'appelle Philosophie de la loi, paru en 1991, qui explique justement tout cela, à savoir que le peuple juif, c'est la tension entre la Hadat Béné Israël, on pourrait dire la communauté des enfants d'Israël, parce que le mot Eda ne veut pas dire ethnie, comme on le pense stupidement, c'est un terme qui vient de témoignage. Okay, donc, la communauté des enfants d'Israël, Hadat Béné Israël, okay, qui est cette dimension, on pourrait dire, permanente, une dimension absolue, si vous voulez, elle ne cesse jamais. Pourquoi? Parce que cette communauté des enfants d'Israël s'est faite lors de la révélation sinaïtique. Et donc, quand on a été présent une fois à la révélation divine, on est présent toute l'éternité. Ça ne vous quitte pas, si vous voulez. Et donc, la communauté des enfants d'Israël pourrait survivre même s'il ne restait plus que 10 juifs dans le monde. Et donc, c'est cette dimension d'éternité qui est capitale, qui est très importante, mais qui est en retrait dans la politique. Et la politique, c'est le Am Israël, le peuple d'Israël, c'est-à-dire en fait le lieu des conflits, des tensions, où on est en minorité ou en majorité, etc., où on est détruit, etc. C'est les aléas de la condition externe, mais ces aléas de la condition externe sont portés par la communauté du témoignage des enfants d'Israël. Et donc, cette ambivalence doit trouver son expression théorique. Nous n'avons pas encore fondé une science politique à la hauteur de ces conceptions. Je vous signale en passant que c'est quelque chose de très qui ressemble beaucoup à la dualité et à la tension dialectique de la démocratie. Donc, en fait, c'est un problème fondamental qui est posé ici de l'assemblée des êtres humains dans des collectivités, dans des groupes et dans des peuples, parce que l'humanité est composée de peuples et non pas d'individus. C'est la réalité, en tout cas, c'est l'héritage de notre tradition et c'est quelque chose de fondamental pour comprendre quelque chose au destin de l'humanité. Donc, il y a ici des dimensions qui sont encore à penser, encore à construire, encore à développer. Je suis persuadé que le XXIe siècle ouvre une ère de grand développement du commentaire biblique qui seront peut-être stupéfiants par rapport aux commentaires habituels et classiques qui tourneront. Et donc là, il s'agit justement de sortir de cette époque pour se confronter à l'époque contemporaine, et notamment pour le cas du peuple juif en matière politique, la dimension de la souveraineté nationale et de la résurgence de la figure éternelle du peuple juif dans ce concert des nations en l'assumant. Si vous voulez, c'est ça qui me semble très, très important. Et donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le plan des assemblées, etc., mais je ne l'aborderai pas ici. Je voudrais dire un mot également sur la culture, parce qu'en fait, on pourrait dire en même temps que le peuple juif est resté en dehors de la normalisation et de l'auto-émancipation, le judaïsme est resté en dehors de la modernité. Alors, je sais parfaitement qu'il y a une modernité juive, je l'ai beaucoup étudiée pour comprendre quelque chose, justement. Et d'où elle venait? Elle vient en fait des tréfonds du Moyen-Âge hébraïque, ce que j'ai démontré dans La demeure oubliée. Mais si vous voulez, le problème, c'est que en fait, il est resté, le judaïsme comme culture est resté enfermé dans un cadre qui l'a rendu prisonnier, pourrait-on dire. C'est, je dirais, c'est toute une idéologie, la Wissenschaft des Judentum, la science du judaïsme allemande,
du 19e siècle, à travers laquelle les Juifs allemands ont voulu prouver qu'ils pouvaient être de bons citoyens en s'inspirant de l'invention de l'âge d'or judéo-espagnol ou judéo-arabe en Espagne plutôt. Et donc, si vous voulez, le cadre, c'est devenu le cadre institué des études juives. Or, ce cadre institué, en quelque sorte, a d'abord, avant tout, exclu la dimension de société, de politique, d'anthropologie, de pensée, comme si les études juives n'étaient que des études métaphysiques, spirituelles, de symbiose merveilleuse avec la philosophie grecque, etc. Alors qu'en fait, le spectacle historique est tout le contraire. Ce sont des enjeux considérables, notamment les enjeux de la modernité qui se jouent dans les conflits profonds, le conflit autour de Maïmonide et de ses écrits qui durent 2 siècles en Orient et en Occident, le conflit autour de la Kabbale et tous les enjeux traités à ce niveau-là, Spinoza, toute une dimension considérable qui est complètement lessivée au profit d'une vision théorique et intellectuelle des choses qui apporte du savoir et de la science, mais pas de la pensée, ou alors une pensée défaillante sur le plan justement de l'ordre du retour des Juifs dans l'histoire, sur la scène de l'histoire. Il y aurait comment encore une modernité hébraïque à inventer qui intégrerait le miracle hébraïque. Parce qu'en fait, avoir le statut que le texte hébraïque de la Torah a reçu dans l'université, on est quelque peu attristé. Non que l'école archéologique ou l'école qui se veut érudite ne soit illégitime, mais en fait, c'est la question du sens qui a été bradée, exclue totalement, à tel point que bon, ça devient un fatras de textes de découverte. Mais oui, la portée de ce texte fantastique. Nous n'avons pas su faire de ce texte ce que l'Occident a su faire de la Grèce, de l'héritage grec, qui était l'héritage de l'Antiquité et du paganisme grec. Or, nous, c'est l'héritage du monothéisme et justement de l'idée hébraïque. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose d'important qui est encore à créer parce qu'en fait, dans la culture israélienne, il y a 2 ordres de pensée. Il y a l'ordre, on pourrait dire, l'ordre normal et l'ordre hébraïque. Regardez, les livres religieux sont différents des livres normaux. Leur impression, leur couverture, le cadre, etc. C'est d'ailleurs, c'est pas du même pays. Et donc, c'est très symptomatique d'une cassure dans l'identité culturelle collective. De même, il y a aussi un autre problème. L'hébreu, la langue hébraïque recèle une puissance poétique considérable. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'hébreu, une philosophie vers une nouvelle pensée juive. C'est quelque chose qui a été remarqué négativement dans une correspondance entre Gershom Scholem et Franz Rosenzweig, à savoir que l'hébreu est une langue moderne qui parle hébreu, en fait. Mais évidemment, il recèle en lui une puissance considérable sur le plan du sens. J'ai dit de la poésie, mais sur le plan du sens, et non pas uniquement des réalités de l'érudition. Donc, je crois que il y a une révolution culturelle à accomplir à ce niveau-là, dans la mesure où il y a là une potentialité qui a été délaissée et dans laquelle Israël, y compris les laïcs, peuvent retrouver une langue commune, de la même façon que la France républicaine a trouvé dans l'héritage grec ou latin une langue commune. Pourquoi cela serait-il impossible dans l'État d'Israël? C'est une question que je pose très sérieusement après l'avoir expérimenté à l'université hébraïque pendant plusieurs années et ensuite tout au long de mon parcours. Il y a une autre question importante qui se joue aussi,
qui est la question du judaïsme. Parce qu'en fait, il faut comprendre la nature du judaïsme dans lequel nous nous trouvons par héritage de la modernité. Il y a quand même un moment capital qui s'est produit. J'ai évoqué le Sanhédrin napoléonien. Le Sanhédrin napoléonien conduit à une réforme fondamentale du droit hébraïque. Le droit hébraïque, en fait, existait et n'existait pas. Il n'existait pas parce que les Juifs étaient enfermés dans les mélas et dans les ghettos. Par contre, comme ils étaient enfermés dans les mélas et les ghettos, et parce qu'ils n'étaient pas des sujets de droit chrétien ou musulman, c'est là où la socialité juive a trouvé dans la halakha un droit pour s'auto-gérer, s'auto-administrer. Et donc ce droit a continué d'une certaine façon malgré l'absence d'État. Et donc, quand l'émancipation s'est faite, il a fallu, le ghetto a été supprimé, par conséquent, le droit civil, économique, etc., politique, embryonnaire évidemment, ont également été dévalués, interdits d'une certaine façon. Et donc, le droit juif s'est cantonné à des questions d'état civil, d'héritage, de mariage, etc., etc. Et encore en deuxième ligne, après les autorités nationales des pays dans lesquels ils vivent. Napoléon avait posé 12 questions au Sanhédrin, réunissant à la fois des rabbins et des parnassines, des laïcs à ce niveau-là. Et les questions étaient très claires. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code civil? Le divorce est-il permis par la religion juive? Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les lois contradictoires à celles du Code français? C'était clair. Ces questions étaient claires. Il fallait, et d'ailleurs, elles n'ont jamais été posées à la dernière religion venue en France, à savoir l'islam, et c'est tout le problème aujourd'hui, parce que le christianisme lui-même est passé sous les fourches codines de l'État. C'était clair, il fallait adopter désormais le code civil napoléonien. Et donc, cela supposait une désuétude du droit hébraïque. L'État d'Israël a reconstitué une autonomie politique juive. Néanmoins, le rabbinat est resté à sa place, à la place de Napoléon. Ben Gurion a voulu un grand rabbinat. Il y avait aussi un Chacham Bashi, un grand rabbin près du sultan de Constantinople. Mais Ben Gurion a voulu cette reconduction parce qu'en fait, elle facilite le lien de l'État avec un responsable de la religion, en quelque sorte. Mais ce responsable, il en est resté dans l'état où il s'est trouvé après le Sanhédrin napoléonien. C'est-à-dire qu'en fait, la halakha a perdu la coutume de la confrontation avec les affaires politiques, économiques, internationales, etc. Elle n'en a plus la capacité. Il faut le dire, il faut le reconnaître, et il doit y avoir un travail, justement, appeler ça un nouveau Sanhédrin ou pas, mais il y a un travail de renouvellement nécessaire pour que cela ait une signification et que ce ne soit pas abusif, parce qu'en fait, appliquer des règles qui ont été expérimentées dans la galoute, dans la dispersion, dans la soumission, à la réalité d'un État souverain, ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Et ça conduit à des impasses ou à des catastrophes. Et donc, ça suppose aussi une plus grande grandeur, une plus grande liberté créative qu'une simple répétition du passé. Et alors, en plus, si vous voulez, il est très clair aussi que dans la tradition rabbinique, le rabbinat s'engage à ne pas sortir de sa condition de domination, sauf si les nations le persécutent trop. Donc, la fameuse théorie des trois serments est quand même quelque chose de très important. Doit-elle être révisée à la lumière de la situation contemporaine? Je crois que oui. De même dire que la loi de l'État, c'est la loi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui?
à ce niveau-là. Et tu as remarqué que les ultra-orthodoxes ne respectent plus ce principe talmudique, justement ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc en fait, il y a là un problème de décalage aussi qui se pose et il est très dur de s'y confronter parce qu'il faut du courage et de l'audace, mais je suis persuadé que cela se fera. Nous avons pourtant, dans la tradition politique du judaïsme, nous avons un principe très important qui se trouve dans le livre des Pirkei Avot, les traités des pères, qui est un livre du Talmud, où on nous donne une théorie, une doctrine de l'autorité, en nous disant, deux, trois lignes, il y a trois couronnes, couronne de la royauté, la couronne de la Torah et la couronne de la prêtrise. Il y a donc trois capacités de porter l'ensemble de la collectivité d'Israël. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas de partage des tâches dans le sens de Montesquieu, d'accord? Dans la mesure où chacune des couronnes, chacune des autorités peut prendre en charge une des dimensions de la réalité civile et politique. Par exemple, la couronne de la prêtrise a pour souci la pureté, la purification, les rites de pureté, de maintenir le rituel, la couronne de la royauté, à savoir la couronne politique et civile, a pour tâche d'assurer la sécurité interne et externe. La couronne de la Torah a pour tâche d'enseigner la loi reçue du Sinaï. C'est d'ailleurs la couronne la plus informelle. Or, que s'est-il passé avec la destruction du deuxième État juif? Il n'y avait plus d'État, plus de territoire et plus de temple, plus de roi. Donc, que fallait-il faire? C'est là que nous avons à l'œuvre la doctrine des couronnes. C'est là que la couronne de la Torah restait la seule disponible pour prendre en charge le destin du peuple d'Israël. Et donc, le judaïsme rabbinique qui s'est créé à ce moment-là a pris en charge la dimension de la pureté et du rite. Il a pris en charge la dimension de l'enseignement de la Torah et la dimension du gouvernement des Juifs, alors qu'ils n'avaient plus État, ni d'État, ni de roi. Alors, nous avons là un enseignement extrêmement important, si vous voulez, c'est que dans les temps de catastrophe, quand l'État et le temple ont disparu, seule la couronne de la Torah a pris en charge le peuple d'Israël. Et de fait, le fondement rabbinique du cadre rabbinique a porté le peuple juif pendant 25 siècles dans une situation impossible et invraisemblable sur le plan politique. Mais aujourd'hui, nous vivons un bouleversement, une révolution. La couronne de la royauté s'est reconstruite. C'est l'État d'Israël. Par assimilation, évidemment, ce n'est pas l'État de David, mais c'est l'État d'Israël. Et cela suppose, si vous voulez, qu'il y ait une redistribution des fonctions. La couronne rabbinique ne peut plus porter la couronne étatique et politique. Elle doit revenir à son rôle ou se transformer. De même, la couronne de la prêtrise reste encore avec un grand point d'interrogation parce qu'en fait, son histoire est loin d'être close. Pour l'instant, elle est toujours incluse dans la couronne de la Torah. Donc, nous avons une doctrine dans le judaïsme lui-même, dans le judaïsme rabbinique lui-même, qui nous permet de comprendre la situation judaïquement et d'y faire face, justement, toujours judaïquement, sans sortir du cadre d'analyse. Voilà, alors c'est vrai qu'on a un problème de terminologie parce que dans le judaïsme, vous avez isme, d'accord? Et donc, il y a toutes sortes de judaïsme. En plus, on le met au pluriel, ce que je récuse profondément, car par-delà toutes les différenciations, il y a la même structure de base, tant qu'elle n'est pas mise en question. Et donc, il y a là toute une dimension qu'il s'agit de reconstruire et qui est passionnant, un travail passionnant dans la mesure où c'est comme si à nouveau la Torah nous parlait pour aujourd'hui.
Et c'est ça qui est important, ce sentiment de présence, ce sentiment d'être là, d'occuper le lieu qui est le nôtre et auquel nous sommes voués, car nous ne pourrons pas l'abandonner malgré toutes les volontés de normalisation. Il vaut mieux l'assumer et le porter à efflorescence. C'est ça qui me semble important. Et il y a aussi, je terminerai par là, il y a aussi deux domaines que j'aborde dans ce livre que je ne fais que esquisser, qui est le domaine de l'éducation. Je donnerai un simple exemple. Pour ceux qui se sont penchés sur le livre d'histoire des lycées, ben, il en ressort accablé, parce qu'en fait, on ne voit pas très bien ce qu'est l'histoire juive, on ne comprend pas très bien d'où ça vient. Par exemple, j'ai fait une étude sur un livre d'histoire juive du Chiloni, du Mamlarti Chiloni, mais le Mamlarti Dati a aussi d'autres problèmes, donc religieux national, à savoir le circuit national et le circuit religieux national. Ben, par exemple, dans le circuit national, on commence l'histoire par Athènes, Sparte, Rome. 70 pages plus loin, on voit Jérusalem, mais pas à bon escient, si j'ose dire. Et puis les Juifs sortent au moment d'Alexandre le Grand, avant. Ben, les auteurs de livres nous disent avant, je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas prouvé historiquement. Et donc, on a là tout le pathétique du postmodernisme. Et là donc, il y a tout un problème très important qui se pose, à savoir une refusion du récit national juif, du récit historique, parce qu'en fait, Israël est un pays d'où viennent les Juifs de très nombreux horizons, sans parfois conscience juive ou une connaissance développée. Et par contre, ce que leur transmet l'école du récit de l'existence collective du peuple auquel ils appartiennent devrait avoir une cohérence, justement, qui permette cet ensemble. Elle est encore à trouver. Tristement, elle est encore à trouver. Et il y a plein d'autres domaines sur le plan de la pensée juive, c'est sur la façon de considérer le judaïsme. Il y a un renouvellement très important à faire en ouvrant largement les portes, c'est-à-dire que le judaïsme, dans le sens où je le vois, peut être partagé même par des non-croyants. Il y a des structures culturelles, des récits historiques, etc., qui sont très importants. Donc, en fait, il y a un véritable travail à faire, justement, mais qui demande d'arriver à une conception claire de ce qu'est le peuple juif. Parce que on peut en parler, mais qu'est-ce qu'il représentait? Bon, là, ce n'est pas mon sujet ce soir, je suis capable d'y répondre, mais bon, pour vous dire en fait que la révolution culturelle que le sionisme a rendue possible n'est pas encore advenue véritablement. Sur ce plan-là, il s'en est produit une autre, d'accord, mais sur ce plan-là, elle manque encore véritablement. Enfin, je terminerai par la dernière réforme que j'ai proposée dans cet ouvrage, de réfléchir à la notion de société juive, société israélienne. Parce que la création de l'État a conduit à la naissance d'une nouvelle forme de lien social. D'accord? Et on pourrait dire d'ailleurs que ce lien social était très puissant. Le Yishuv, la société juive d'avant l'État, existait pleinement avant même l'État. Ce n'est pas une création de l'État, mais l'État est une création de la société juive. Très important. Parce qu'en fait, sur le plan de l'histoire, le peuple juif est plus grand que ces États, que ces nations, etc. Il ne se réduit pas à ces réalités instituées. Et donc, en fait, je pourrais dire, dans ce sens-là, le peuple juif ne finit pas avec la citoyenneté israélienne. Il a une place qui doit être trouvée, qui doit être instituée encore, mais qui est à distinguer justement, et qui n'est pas à rabattre uniquement sur la dimension israélienne. Elle porte un message très important. Et ce message très important, en fait, il a été exprimé
exprimé en Israël même, par Ben Gurion même, comme le kibbutz galuyot, le rassemblement, non pas des exilés, mais des exils, c'est capital. On ne rassemble pas des déracinés, on ne les entasse pas de cette façon-là. Le rassemblement des exils porte avec lui l'exil dans lequel chaque juif s'est trouvé. Ainsi, je dirais, les Juifs de France ramènent avec eux la France dans cette assemblée des collectivités juives, des communautés juives. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un pays d'immigration, c'est un pays d'Aliyah. Et donc ici se pose la question de quelle est la nature de cette société. Ben Gurion avait lancé le melting pot. C'était une idée à la bonne intention, parce qu'en fait, l'idée d'une unité, mais le mélange proposé était défaillant, et donc ça a complètement échoué. Aujourd'hui, nous sommes dans une fragmentation catastrophique, si vous voulez. Il y a comme c'est ce que le président Rivlin, ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord, avait parlé, les tribus d'Israël. Certainement pas. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est à entériner. C'est un multiculturalisme débridé qui conduit à une catastrophe à tous les niveaux, dont on voit les résultats aux dernières élections, à toutes ces élections qui se suivent sans trouver d'issue. Donc, il y a un grand problème quant à la définition de cette société, de sa nature profonde, de sa finalité. Le centre même qui s'est créé avec le kibbutz galuyot est un événement considérable. C'est comme si l'ensemble des quatre coins de l'humanité s'était recollecté à Jérusalem, à Sion, depuis peu, mais en plus, sans qu'on en sache quel est le message qui en sort. Nous avons complètement négligé notre vocation messianique, spirituelle, si vous voulez. Quelle est la parole qui sort de Jérusalem? C'est ça la question urgente qui se pose, et c'est ce qui donnera du sens à la collectivité israélienne, et pas simplement le sens de la réussite économique, financière, technique, etc. C'est très beau, c'est très important, mais insuffisant. Ce n'est pas pour ça qu'Israël a été porté par 30 siècles d'histoire. Donc il y a ici un vrai problème qui se pose, et que nous ressentons d'ailleurs concrètement quand les Juifs de France font leur alia, et non pas émigrent. Ils ne savent pas à quel secteur appartenir. Seront-ils ultra-orthodoxes? Seront-ils sionistes religieux? Seront-ils laïcistes? Seront-ils arabes, etc., etc., si j'ose dire? Eh bien, il n'y a pas de lieu qui rassemblerait toutes ces dimensions, mais ce lieu, il est plus difficile à construire qu'un simple entassement démographique. Voilà. Et c'est ça qui me semble le dernier champ de travail, le laboratoire justement de l'Israël de demain. Et de cette façon-là, j'espère avoir donné quelques idées justement de ce que ma critique du départ portait justement comme élan final. Et c'est une critique amoureuse, si vous voulez. Voilà, donc je vous remercie. Et donc, on a un quart d'heure, 20 minutes de questions. Et ce sera peut-être d'ailleurs ma dernière intervention. Il n'y aurait pas de troisième, parce qu'en fait, là, j'ai couvert l'essentiel du sujet. Donc, si vous voulez bien, si vous avez des interventions, des questions, elles sont bienvenues. Merci Shmuel. Avant de donner la parole à Shalom Sherman, j'invite tous ceux qui souhaitent poser une question à cliquer sur l'icône lever la main. Shalom, on vous donne la parole. Vous pouvez activer votre micro. Shmuel, j'ai trouvé ton exposé dans lequel tu soulèves des questions, tout ce qu'il y a de plus pertinente, de façon rigoureuse, et des questions cruciales. Excellent, comme d'habitude, mais moi, j'ai trois problèmes avec ce que tu dis. Et ça concerne la transcendance, l'éternité et la démocratie. Je pense qu'on peut, et même qu'on doit, créer une pensée politique juive
et qu'on peut le faire à partir d'une lecture politique et économique moderne de la Torah, ce serait une bonne chose. Néanmoins, il va falloir la mêler de l'apport de la culture grecque et européenne. Grecque dans l'Antiquité, européenne pour la période moderne. Parce que sinon, nous serons des prémodernes. Et d'ailleurs, parler de l'État uniquement comme un État démocratique, je ne suis pas certain que c'est convaincant. Nous sommes un État moderne, mais il y a d'autres manières d'être moderne que d'accepter la démocratie. Par définition, la modernité est post-théologique, donc post-transcendantale. Voilà pourquoi je n'accepte pas ton concept de transcendance. Et comme l'a dit et écrit Yerushalmi, l'identité moderne, suite à la Haskalah, est fondée sur l'histoire, son zachor, et non sur les mitzvot. L'éternité est antinomique avec l'histoire, qui est l'expression du changement. Voilà les problèmes que j'ai avec ton exposé. Bien, alors, moi je ne vois aucun problème, parce que c'est plus ou moins également ce que j'ai dit. Quant à la transcendance dans la démocratie, ce que j'ai essayé de montrer, qui est aussi une démarche sociologique, c'est que contrairement à ce que les modernistes ont pensé, ils n'ont pas mis un terme à la transcendance. Ils l'ont reconstitué, ce sont des transcendances immanentes. C'est ce que démontre Durkheim, le sociologue qui était athée, un juif athée. C'est ce que démontre un autre juif allemand, Kantorowicz, à propos de l'Occident. C'est ce que démontre tout un courant aujourd'hui, à savoir qu'il y a une théologie politique de la modernité et qu'en fait, la modernité, c'est une transmutation de la tradition. Et donc, on n'est plus dans cette perspective où on voit modernité et tradition comme deux réalités opposées à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai voulu démontrer, c'est que la question de la transcendance ne se pose pas uniquement pour les juifs, elle se pose pour les modernes et même pour les athées, si vous voulez. L'idée de religion civile est une idée tout à fait religieuse. Il y a de splendides travaux qui ont étudié le communisme comme une religion. Et ça marche parfaitement, c'est la même fonction, les mêmes structures que l'Église catholique, etc., etc. Donc, en fait, je mettrai mollo sur la pédale de cette différence. Quant à savoir si la démocratie peut survivre, qu'il y a d'autres régimes démocratiques, personnellement, je n'en vois pas. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de déliquescence de la démocratie sous l'impact du postmodernisme qui détruit en fait l'idée de la citoyenneté parce qu'il détruit l'État et la nation et qui ne conduira qu'à un nouveau totalitarisme. Donc à ce point-là, je suis en désaccord très profond. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme, qui est paru en hébreu il y a quelques semaines, justement qui analyse ce point-là. Donc ce que nous avons jusqu'à ce jour, c'est une démocratie qui a montré aussi ses faiblesses, mais à laquelle peu de gens veulent réussir, sauf que ceux qui s'imaginent qu'on peut faire de la nation ou de la démocratie une salle des pas perdus des individus se trompent lourdement. Ils préparent le lit du nouveau totalitarisme. Et c'est ça qui me semble très en jeu, et pas seulement la question de l'héritage du judaïsme. Troisième point, l'héritage du judaïsme, bien sûr, évidemment, je suis le dernier à négliger la Grèce et Rome et l'Occident, c'est évident, mais est-ce que vous n'oubliez pas, par exemple, que tout au long du XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, le monde anglo-saxon protestant du nord de l'Europe a réfléchi à la République idéale en réfléchissant sur l'état de Moïse. C'est quelque chose qui a été complètement ignoré en France. En France, on a choisi le miracle grec. Bon, on peut le contester que c'est un miracle, c'est un autre problème. Mais dans le monde protestant, on ne connaît pas le miracle grec. On connaît le miracle de Moïse. Et les protestants anglo-saxons ont cherché dans l'état de Moïse le modèle de l'état parfait parce qu'ils luttaient contre la royauté. Donc, l'Europe elle-même
a hérité de modèles venant de la tradition juive. Et je dirais d'ailleurs que si je compare le statut du calife de l'islam avec certaines formes, il y a tout un antécédent hébraïque, c'est manifeste. De même, l'empereur byzantin. Et bon, bref, il y a toute une histoire de théologie politique à refaire. Voilà ce que je pourrais répondre. Je vais à présent donner la parole à Joël Lévy. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà. Shmuel, moi je voudrais poser une question. Vous avez parlé effectivement de la société israélienne, vous avez parlé de ces trois couronnes. C'est vraiment très intéressant. Mais moi je voudrais poser une question très pragmatique. En parlant de la société israélienne, actuellement, elle rencontre des déchirures énormes, des déchirures à tous les niveaux, aussi bien religieuses que politiques, que sociales, que sociétales et autres. Et quel est, d'après vous, le point commun qu'on pourrait faire émerger pour essayer de relier et non pas recoudre ces déchirures pour pouvoir recréer un lien commun de toute la société israélienne. Sous quelle manière, de quelle manière, sous quelle forme? Voilà, moi, c'est une question très pragmatique qui se pose à moi et que Pour être j'aimerais aussi pragmatique que donner vous, votre avis. pour être aussi pragmatique que vous, l'attaque des ennemis. Parce qu'en fait, c'est le degré zéro de la réalité. Mais au fond, sur le plan pragmatique, c'est tout ce travail. C'est un travail, il y a un travail à faire. Ça ne peut pas être résolu comme par enchantement. Ce qui se passe depuis hier soir, notamment, c'est assez inquiétant. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que le sort de l'État dépend d'un parti islamiste de 4 postes, 4 députés, ce qui s'appelle la tyrannie de la minorité, de surcroît des députés islamistes. Et deuxièmement, ce qui veut dire que les élections, on a volé le résultat des élections, parce qu'en fait, malgré la relativité numérique, c'est le personnage de Netanyahou qui a emporté les élections. Et donc, ce qui peut se jouer est catastrophique. Ça veut dire que les 40% de Netanyahou vont sentir qu'on leur a volé leur élection. Et je suis très inquiet par cette nouveauté, ce tournant à ce niveau-là. Mais il est clair, si vous voulez, que le régime politique né après 1948 est en jeu. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de constitution. Il devait y en avoir une. Et finalement, l'Assemblée constituante s'est transformée en première Knesset. Et donc, la Constitution n'a jamais été votée, elle devait être préparée, etc. Donc, aujourd'hui, c'est un problème constitutionnel qui se pose. Le problème, c'est comment en sortir, parce qu'en fait, c'est un cercle fermé. Dans d'autres temps, il y aurait eu un personnage fort c'est le général de Gaulle, si vous voulez. Voilà, c'est ce scénario-là, face à la gabegie de la 4e République, la décomposition générale. Il a fallu un homme fort qui donne une constitution, qui change le régime électoral, etc. Et bon, je crains que, mais quel est l'homme fort qui le fera, je ne sais pas, je ne crois pas. Et donc, il y a un problème, comment on sort de ce milieu fermé et comment on ferait une issue? C'est cette question. Toutes les questions que j'ai soulevées sont des questions de luxe par rapport à cette situation. Et donc, j'espère que le peuple israélien va retrouver, je ne sais pas, y aura-t-il d'autres élections? Netanyahou réussira-t-il malgré tout? Les questions sont incertaines. Et en fait, c'est le signe justement qu'une ère est terminée. L'ère de l'indépendance est terminée.
faut passer à autre chose, sur de nouvelles bases, sur un projet nouveau, etc. Mais tout ceci, c'est très beau à dire. Encore faut-il entraîner. Moi, je suis revenu spécialement en Israël pour ça. Je n'exagère pas mon influence, certainement pas. On apprend à être modeste. Mais si vous voulez, il me semble qu'il y a un enjeu radical qui se joue et qui rassemble toutes ces questions-là. Et donc, en plus, avec l'influence nocive du postmodernisme, qui donne à chacun l'idée qu'il est un grand moraliste, mais qui en fait ne vient que troubler l'ordre des choses. Et là, il y a un vrai problème qui se pose. Il faut espérer qu'il y ait une cause interne qui rendra possible ce ressaisissement. Mais je ne peux pas en dire plus. Il n'y a pas de solution en un mot. C'est ça la question. Oui, il y a Liliane Gotef. Tout à fait. Nous donnons la parole à Liliane. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Merci Bonjour. pour cette grande lueur d'espoir. Et j'ai trouvé cette dimension particulière pour donner du sens au futur avec cette vocation messianique inspirante. Et ma question est de savoir, dans votre projet de laboratoire d'Israël de demain, où est-ce qu'il peut se situer? Dans quel cadre, dans quelle institution ce travail peut être fait? Ben, il faudrait la créer. D'accord. J'essaye de la créer avec des amis, des institutions proches. Je ne sais pas si j'y arriverai. Nous avons déjà commencé. Dialoguer était une base, mais uniquement destinée vers les francophones, pour faire entendre justement la perspective de la pensée juive d'origine française en Israël, pour l'inscrire. Mais notre ambition, c'est de nous tourner vers la société qui parle hébreu, et c'est ce qu'on tente de faire. Je crois que la contribution, c'est de tenter de penser justement les conditions de la nouvelle ère. Ça me semble très important, et il faut être humble et modeste parce qu'immédiatement, on ne peut rien faire. On ne peut rien changer. Les choses suivent leur train, leur processus, etc. Les forces sont trop grandes. Et donc, mais il faut concevoir ce que les gens n'arrivent pas à concevoir, qui est justement un modèle du juste milieu qui intègre à la fois les dimensions contemporaines et la dimension héritée, qui donne toute sa consistance et sa subsistance à l'identité collective. Et donc, alors, par ailleurs, si vous voulez, c'est quand même, cette situation est quand même déchirante parce que d'un côté, Israël est une société, malgré le corona, en pleine forme économiquement. Là, les conditions de sécurité sanitaire sont levées, donc c'est comme les vacances d'une certaine façon, alors qu'on voit ce qui se passe en France à la télévision. C'est une société qui est très connue pour ses innovations technologiques, pour sa puissance militaire, etc. Mais à côté, nous voyons cette désagrégation de la société, qui a été d'ailleurs, ça fait des années que moi j'assiste tous les soirs à la télévision à la chasse à l'homme contre Netanyahou. Je ne veux pas forcément m'identifier à lui, mais si vous voulez, il y a quand même. Ça me rappelle d'ailleurs la chasse à l'homme contre Sarkozy. C'est exactement ça, avec la collusion des juges et des journalistes, comme si le tribunal se déroulait à l'écran tous les soirs. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et surtout la haine personnelle, l'hostilité terrifiante d'une partie du public. C'est quelque chose qui est accablant et que rien ne peut justifier, rien du tout. En plus, si vous voulez, malgré tout, malgré la crise due à l'épidémie, Israël s'en est sorti remarquablement. Voilà, donc c'est jusqu'où est descendue la capacité de haïr personnellement et non pas pour une cause. On peut estimer que Netanyahou doit démissionner, qu'il était trop là, etc. Bon,
Bon, mais si vous voulez, comment ça se fait et comment surtout accepter que quand même 2 tiers ou un peu moins des électeurs votent pour lui malgré tout, au bout de tant de choses. Ce qui veut dire quelque chose. Ce ne sont pas simplement des fascistes, des ethnicistes, etc., comme la gauche a tendance à le dire. C'est des Israéliens moyens. Et donc, que signifie cette continuité à ce niveau-là? Donc voilà, donc c'est des problèmes très graves. Le spectacle télévisuel de chaque jour est accablant. À l'inverse, depuis la France, je dois dire que l'image d'Israël, sur laquelle j'avais beaucoup travaillé professionnellement, m'a permis de voir combien d'un coup, grâce à la maîtrise du corona, l'image d'Israël est devenue positive sur nos chaînes. Absolument, mais donc tout ce public, enfin, ne s'est pas rendu compte de la chose en Israël. Oui, mais c'est pourquoi je trouve votre proposition pleine d'espoir, en tout cas pour moi, et quelque part, elle est concentrée dans le VAF conversif. On va faire du passé un grand futur. C'est ce que je pense, mais il est possible que cela traverse des crises. Et donc il ne faut pas perdre cette attente et cet espoir. Mais bon, que voulez-vous? Il y a parfois aussi une petitesse entre le calibre du juif moyen, si j'ose dire, et les grandes espérances soulevées par le peuple d'Israël. Ça fait partie de l'histoire aussi et de la réalité. Seulement, bon, il faut espérer qu'il y ait une prise de conscience du réalisme extérieur. Après tout, contrairement à ce que dit un ministre, il reste une menace qui plane, une menace d'extermination qui plane sur Israël. Et il faut la prendre extrêmement au sérieux. Et donc, c'est nullement une manœuvre de garder le pouvoir pour Netanyahou, comme le ministre Gantz l'a prétendu. Ça me semble ahurissant d'imaginer qu'on risque un conflit atomique pour garder le pouvoir. C'est quelque chose. Mais voilà, donc ça atteint ce niveau-là. Et donc, mais c'est quand même un appel du réalisme par rapport aux croyances que l'on peut avoir. Et donc, contrairement à ce calme apparent dans la tourmente et dans la crise, il reste la crédibilité d'une menace. Bon, cette fois-ci, Israël est moins seul parce qu'il y a l'Arabie Saoudite et les Émirats, mais il n'y a pas les Américains. Il n'y aura pas les Américains. Mais néanmoins, c'est le principe de réalité, comme dirait Freud. Les crises rendent encore plus créatifs. On va trouver notre sortie. Sûrement. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On donne à présent la parole à Daniel Kayat. Daniel, on vous invite à allumer votre micro. Ça y est, c'est fait. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Nous nous étions rencontrés, je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous nous étions rencontrés au MJLF où vous dédicaciez des livres et vous m'aviez invité à un colloque au cours duquel j'ai eu le bonheur d'entendre pour la première fois Batior et d'entendre un professeur qui ensuite nous avait quittés très, très vite après ce colloque, le professeur Listrich. Et en sortant de votre colloque, il y avait la manifestation au jour de colère où on hurlait « Juif, tu n'as pas ta place ici ». Vous ne me remettez pas. Je ne vous vois pas, donc j'entends votre voix. On avait discuté aussi un jour au micro de Guy Rosanovic. D'accord. On avait discuté. Je me permets d'intervenir sur 2 points. La première, c'est que lors d'un séminaire, il y avait eu 2 séminaires d'ailleurs que j'avais suivis, sur le judaïsme et Israël, étaient intervenus des Israéliens. Le professeur Claude Klein, qui est un constitutionnaliste,
Et à Le deux professeur, pardon? Claude Klein, Oui. de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui avait été auparavant à Strasbourg. Donc, il pouvait faire des cours compréhensibles pour des juristes français, puisqu'il était de formation quand même juridique française. Et également, il y avait eu 2 magistrats de la Cour suprême qui étaient venus 2 fois de suite. Donc, et pour autant que je sache, l'absence de constitution d'Israël est due à une concession faite par Ben Gurion aux religieux. Il y a eu l'état civil qu'il leur laissait. Il y a eu la conscription, la dispense de conscription des élèves de yeshivot et pas de constitution parce qu'il s'y opposait farouchement en disant que la seule constitution, ça devait être la Torah. Et sauf à en faire une théocratie, ce n'était pas possible. Donc, l'idée a été abandonnée rapidement d'une constitution à proprement parler, Alors, de loi constitutionnelle. Ça, c'était ma première réflexion. Je ne sais pas si vous avez les mêmes informations. D'abord, Ben Gurion non plus ne voulait pas parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il y ait une constitution qui ne sépare pas l'État et la religion. Donc, plutôt que se confronter à ces problèmes, il a préféré les laisser en suspens, en quelque sorte. Mais il était prévu que l'Assemblée constituante cède la place à la première Knesset après avoir élaboré la Constitution. Elle ne l'a pas fait, et donc l'Assemblée constituante est devenue la première Knesset. Donc c'est resté en plan. Ensuite, il y a eu des lois fondamentales qui ont été rajoutées. Mais si vous voulez, ce que pensait Ben Gurion ou ce que pensait le rabbinat, il manquait d'imagination. Hein. Il y a beaucoup de solutions possibles. Savez-vous que dans la Constitution américaine, on invoque Dieu, on invoque je sais, c'est leur devise, God with us. Oui, mais oui. Absolument. Oui. Donc il y a beaucoup de façons, il y aurait eu beaucoup de façons de le faire, mais ça n'a pas été fait, c'est une réalité. Donc d'une certaine façon, la première Knesset n'a pas respecté le choix de la constituante et la constituante n'a pas produit une constitution. Ceci dit, il y a toutes sortes de solutions possibles pour répondre à cet enjeu. Vous savez, en fait, le rabbinat a reçu le pouvoir de gérer l'état civil parce que c'est un héritage non seulement de l'Empire ottoman, mais de la Grande-Bretagne colonisatrice. Dans l'Empire ottoman, dans le monde musulman donc, les religions non musulmanes s'auto-administraient en tant que nation semi-politique, dominée mais semi-politique. Voyez ? Et donc, je sais, puisque je suis née en Tunisie, qui était une ancienne colonie ottomane, et il y avait le caïda des Juifs. Oui. Oui. Alors, pour ajouter un mot à ce qu'a dit Ben Gurion, s'il avait imposé ça à l'islam, il y aurait eu une guerre sainte. Ah, et donc, il y avait de toutes les manières guerre sainte. Comment des dhimmis pouvaient-ils devenir souverains sur une terre qui avait été islamisée? C'est cette question-là, et ce ne sont pas donc des véritables sujets de droit, sauf dans la domination, mais en fait, l'islam est aussi une collectivité concrète, et donc qui ne s'est pas modernisée, qui n'a pas séparé la dimension de l'identité collective et la dimension de la religion. Et donc, elle ne peut pas rentrer dans ce cadre-là. Donc, en fait, tous les groupes religieux ont leur tribunal canonique, si l'on peut dire, et donc le rabbinat. Mais en fait, c'est un héritage passif de l'époque ottomane. Avec un problème pour ceux qui ne sont pas religieux. Oui, évidemment. Ceux qui ne sont pas religieux et qui ne peuvent pas se marier devant un rabbin vont à Chypre ou ailleurs pour se marier et se font ensuite enregistrer. C'est pas possible qu'un État moderne ne soit pas capable de fournir un cadre à ses citoyens. Ça, c'est un véritable problème. Mais là aussi, ça demande un énorme travail théorique, etc. Voilà, donc je crois que ce qui est important, c'est de soutenir, si on peut dire, le parti du changement. C'est pas celui
du centre-gauche israélien d'aujourd'hui, comme il se nomme dénomme de lui-même. C'est une nouvelle donne, un New Deal. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est tout à fait normal, si vous voulez. Le bouleversement du destin juif depuis 70 ans est considérable. Et donc, comment se lever face à ce défi? Il faut reconnaître qu'il y a des défis et qu'il ne s'agit pas de morceaux de ficelle et de rabibocher des choses qui n'appartiennent plus à notre époque pour continuer à fonctionner comme ça. Bon, alors peut-être que pour cela, il faut être porté par une espérance, par une confiance qui fait qu'on n'a pas peur de créer, de changer, de faire évoluer. Voilà, c'est ce qui me semble en tout cas. Et j'espère que ce sera mon humble contribution à ce projet qui à la fois reprend totalement l'héritage du sionisme politique et en même temps essaye de le conduire vers ailleurs, dans un lieu qui est quand même inédit. Ce n'est pas simplement le lieu du sionisme religieux, c'est un lieu beaucoup plus créatif, je pense, mais qui peut être au carrefour de toutes sortes de voies, justement pour rendre possible la circulation entre tous ces quartiers. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, monsieur. Et donc, j'arrête là. Il n'y aura pas de troisième cours, mais en fait, dommage. J'ai couvert le deuxième cours cette fois-ci. Et rendez-vous à plus tard. Pour ceux qui sont à Tel Aviv ou en Israël, nous organisons le 11 et le 12, réellement, le 5e colloque des intellectuels francophones d'Israël, qui aura pour titre La pensée juive et la Bible. Voilà, mais vous recevrez les invitations et le détail du programme prochainement. Merci à tous. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir.